Et si on se disait qu'une négociation de salaire, une partie d'échecs, ou même le choix d'un resto à deux, obéissent en fait aux mêmes règles cachées? Eh bien, bienvenue dans le monde fascinant de la théorie des jeux. Non, ce n'est pas un concept abstrait réservé aux mathématiciens. C'est une sorte de grille de lecture pour décrypter nos interactions de tous les jours. Préparez-vous, parce qu'après ça, on voit le monde un peu différemment. Allez, pour bien comprendre, on plonge direct dans un scénario ultra classique. Imaginez un peu, deux complices sont arrêtés et placés dans des cellules séparées. La police leur offre le même marché, soit ils se taisent et se protègent mutuellement, soit l'un des deux trahit l'autre pour s'en sortir. Leur destin est complètement lié, mais impossible de communiquer. Alors, que faire? C'est tout le paradoxe, entre la confiance et l'intérêt personnel. Et cette tension, en fait, on la retrouve absolument partout. Pensez à deux géants du soda qui se livrent une guerre des prix, ou à deux pays qui négocient un accord sur le climat. Ça marche même dans la nature, avec des animaux en compétition pour une proie. Dans chaque cas, il faut anticiper le coup de l'autre. La théorie des jeux, ce n'est donc pas juste une histoire de prisonniers. C'est l'outil qui nous permet de modéliser et de comprendre tous ces choix stratégiques. Bon, pour pouvoir analyser ces situations, il nous faut un cadre, des règles. C'est quoi, au juste, un jeu, au sens de cette théorie? La définition est un peu plus précise que ce qu'on imagine. En gros, un jeu, c'est juste une situation où notre résultat dépend des choix des autres et inversement. Prenez le poker, ce n'est pas toujours la meilleure main qui gagne, pas vrai? Le succès dépend de comment on joue, mais aussi de comment les autres réagissent à notre jeu. C'est cette interdépendance qui est au cœur de tout jeu stratégique. Et en fait, n'importe quelle situation stratégique, de la plus simple à la plus complexe, peut se décomposer en ces 4 éléments. Qui sont les joueurs? Quelles sont leurs options, leurs actions possibles? Quelles sont les règles? Et surtout, qu'est-ce que chacun a à gagner ou à perdre? Une fois qu'on a ça, on a la structure de base de l'interaction. Alors, maintenant, il y a une hypothèse de départ qui est cruciale. On suppose que les joueurs sont rationnels. Mais attention, rationnel ici, ça ne veut pas dire gentil ou moral. Ça veut simplement dire que chaque joueur va systématiquement choisir l'option qui, d'après lui, maximise son propre gain, en fonction de ses propres objectifs. C'est la logique pure de l'intérêt personnel qui guide les décisions. Pour voir comment tout ça fonctionne en pratique, retournons dans nos cellules. C'est l'exemple le plus célèbre de la théorie des jeux, et pour une bonne raison. Il montre de façon assez incroyable comment des décisions qui sont parfaitement rationnelles, individuellement, peuvent mener à un résultat catastrophique pour tout le monde. Le scénario est simple. S'ils se couvrent l'un l'autre, ils s'en sortent plutôt bien. Si l'un trahit et que l'autre se tait, le traître est libre, et c'est l'autre qui prend tout. Et s'ils se trahissent mutuellement, eh bien, ils écopent tous les deux d'une peine intermédiaire. Voilà comment on représente ça avec une matrice des gains. Chaque case montre le résultat pour les deux joueurs. Par exemple, regardons en haut à droite, le suspect 1 se tait, mais le suspect 2 avoue. Le résultat, c'est moins 10-0. Ça veut dire 10 ans de prison pour le premier et la liberté pour le second. L'objectif de chacun, bien sûr, c'est d'avoir la peine la plus courte possible, donc le chiffre le moins négatif. Alors mettons-nous dans la tête du suspect 1. Il se dit « Ok, première hypothèse, mon complice se tait. Ma meilleure option, c'est de le trahir pour être libre. 0 ans, c'est quand même mieux qu'un non. Deuxième hypothèse, mon complice m'a trahi. Là aussi, ma meilleure option, c'est de trahir pour prendre 5 ans au lieu de 10. On voit le piège? Quoi que fasse l'autre, son intérêt personnel lui crie de parler. C'est ce qu'on appelle une stratégie dominante. Et ce raisonnement nous amène tout droit au concept le plus connu de la théorie des jeux, l'équilibre de Nash. En fait, c'est un point d'arrivée. Une situation où, une fois qu'on y est, personne ne regrette son choix vu ce que les autres ont fait. Personne n'a intérêt à bouger tout seul, même si le résultat global est mauvais pour tout le monde. C'est un équilibre stable, mais pas forcément un bon équilibre. Dans notre dilemme, l'équilibre de Nash, c'est donc la trahison mutuelle, la case -5-5. Une fois que les deux ont avoué, aucun n'a intérêt à changer d'avis tout seul. S'il le faisait, il aggraverait sa peine. C'est ça le grand paradoxe. En suivant leur propre logique rationnelle, ils arrivent à un résultat bien pire que s'ils avaient pu se faire confiance et coopérer dès le départ. Bon, jusqu'ici, on a parlé d'une interaction unique, un one-shot comme on dit. Mais dans la vraie vie, c'est rare. Les relations, le business, ce sont des jeux qui se répètent encore et encore. Alors, est-ce que ça change quelque chose? Oh que oui! La répétition change absolument toute la psychologie du jeu. Si on sait qu'on va revoir la personne demain, la trahir aujourd'hui devient tout de suite beaucoup plus coûteux. La réputation, la confiance, la peur des représailles, tout ça devient des éléments stratégiques. Et du coup, la coopération peut devenir la stratégie la plus rationnelle à long terme. Ça nous amène à voir qu'il y a en gros deux grandes visions. D'un côté, la théorie classique de Nash, qui analyse une situation isolée avec des joueurs super rationnels, et de l'autre, ce qu'on appelle la théorie évolutionnaire, qui est beaucoup plus proche de la réalité. Elle observe comment, sur le long terme, certaines stratégies se répandent dans une population alors que d'autres disparaissent. C'est un peu une sélection naturelle des comportements. Et dans ces jeux qui se répètent, il y a une stratégie toute simple qui s'est révélée incroyablement efficace, c'est le donnant-donnant. La règle est super simple. Au premier tour, on coopère.
Ensuite, on se contente de copier ce que l'autre joueur a fait au tour d'avant. C'est une stratégie qui est à la fois sympa parce qu'elle commence par la coopération, mais qui est aussi ferme parce qu'elle ne se laisse pas faire. Et c'est comme ça qu'elle favorise l'émergence de la confiance. Bon, la théorie c'est bien beau, mais comment ça s'applique dans le monde réel? Prenons un exemple économique concret pour voir comment la théorie des jeux peut vraiment éclairer des décisions politiques et industrielles. Prenons le secteur du transport routier en France. C'est un marché hyper compétitif, avec des milliers d'entreprises. Pour faire simple, disons que chaque entreprise a un grand choix stratégique, soit maintenir des salaires élevés pour attirer les meilleurs chauffeurs, soit baisser les salaires pour réduire les coûts et être plus compétitif sur les prix. Et là, on se retrouve face à un gigantesque dilemme du prisonnier. Pour chaque entreprise, prise individuellement, la stratégie dominante, c'est de payer des salaires bas pour maximiser les profits immédiats. Le problème, c'est que si tout le monde fait ça, l'équilibre de Nash, c'est une situation où tous les salaires sont bas, c'est une course vers le bas, un équilibre stable, mais qui tire tout le secteur vers le bas. Mais que se passe-t-il si un acteur extérieur, comme l'État par exemple, décide de changer les règles du jeu? En offrant une subvention aux entreprises qui payent des salaires élevés, l'État ne fait pas que donner de l'argent. En fait, il redessine complètement la matrice des gains. Il change des incitations et donc la nature même du jeu. Regardons la nouvelle matrice. Grâce à la subvention qu'on note I, le jeu est transformé. Maintenant, si une entreprise paye des salaires élevés alors que l'autre ne le fait pas, elle n'est plus punie, elle reçoit une indemnité. Et d'un coup, la stratégie salaire bas n'est plus dominante du tout. De nouveaux équilibres stables apparaissent, où payer des salaires plus élevés devient un choix rationnel et viable. L'intervention a tout simplement cassé le piège du prisonnier. Finalement, la théorie des jeux, c'est bien plus qu'un concept. C'est une autre façon de regarder le monde. Chaque interaction, d'une négociation à un choix de carrière, est un jeu, avec ses joueurs, ses règles. La vraie question, au fond, ce n'est pas de savoir si on veut jouer ou non. C'est de prendre conscience du jeu qui est en train de se jouer pour pouvoir y naviguer plus intelligemment. Parce que comprendre le jeu, c'est déjà faire le premier pas pour mieux y jouer.